Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour votre journal de la mi-journée dans les Alpes. Au sommaire, ce midi, l'heure des comptes après les intempéries. Dans le Val d'Arly, les dégâts sont considérables. Nous serons en direct de Flumet avec Bernard Portugal. Et puis nous donnerons un coup de projecteur sur le GF38. Le club de foot grenoblois peut encore espérer monter d'une division en nationale à 3 journées de la fin du championnat. Enfin, tout de suite, un regard sur le ciel. Dans les Alpes, situation encore instable, un ciel globalement nuageux avec des risques d'orage en soirée. Et tout de suite, donc, nous partons pour Flumet en Savoie pour faire le point avec Bernard Portugal sur place sur l'importance des dégâts. Bernard, la commune a été particulièrement touchée par les coulées de boue. Quelle est la situation ce matin ? Eh bien écoutez Jean-Christophe, pour l'instant, l'heure est au nettoyage, aux réparations des dégâts qui ont été occasionnés par cette rivière que vous voyez juste derrière moi, qui s'appelle la Rondine et qui est en fait une rivière de montagne, somme toute très paisible en temps normal, mais qui, à la suite des pluies très importantes de ce week-end, eh bien, a complètement débordé et a donc occasionné des dégâts importants ici à Flumet. Juste en dessous de moi, il y a le stade de football de la commune, il y a également une base de loisirs, un terrain de jeux pour enfants et ces équipements ont été fortement endommagés. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts. Alors les services techniques ici à Flumet ont commencé justement à déblayer des tonnes de boue, de limon qui se trouvent tout autour et puis également des troncs d'arbres, des branches d'arbres, des rochers qui ont été transportés donc par cette rivière. Et puis dans le Val d'Arly, eh bien, il y a plusieurs communes qui ont été touchées par ces inondations et aujourd'hui, eh bien, ces communes elles se tournent vers les services de l'État, vers la préfecture, puisqu'il va y avoir sur le terrain des analyses qui vont être opérées afin que, c'est un souhait bien sûr des communes, eh bien, cette catastrophe soit classée comme une catastrophe naturelle, ce qui favorisera bien sûr la prise en charge des dégâts. Ce que l'on sait également, Jean-Christophe, eh bien, c'est qu'il y aura de toute façon, de toute évidence, une enveloppe exceptionnelle qui va être débloquée ici pour permettre à toutes ces communes eh bien, d'assumer le montant financier des réparations et du nettoyage vraiment des dégâts qui ont été occasionnés à l'occasion de cette crue. Merci beaucoup Bernard, on parle effectivement de plusieurs millions d'euros. On part maintenant pour la Haute-Savoie. Le territoire du Chablais a été particulièrement touché par les débordements. Plusieurs communes sont sinistrées. Près de Taninges, les coulées de boue ont dévasté des habitations. À l'heure du nettoyage, la tâche est immense. Le reportage de Renaud Gardette et Marie Michelier. La coulée de boue s'est déclenchée vers 22 h vendredi. Les habitants de ce petit hameau ont été réveillés avec d'abord un grondement énorme. Toutes les maisons, une dizaine, ont été submergées. Nathalie habite à côté de ce qui est habituellement un petit ruisseau. C'est tout son jardin qui a été emporté. Elle raconte une nuit de cauchemar. Mon mari a ouvert la porte pour voir ce qui se passait et tout d'un coup il a dit la montagne nous tombe sur la tête, donc on a fermé la porte, il a bloqué la porte avec son épaule et bon, tout a dévalé. À l'intérieur de cette résidence secondaire, près d'1 mètre de boue, les pompiers ont commencé le nettoyage avant de refermer les portes. Julien, lui, a eu plus de chance, sa voiture était presque entièrement recouverte. Vu l'ampleur des dégâts, franchement, on ne va pas se plaindre. Faut pas non plus pleurer, puis il n'y a pas de blessés, il n'y a rien du tout, donc c'est le principal. Juste à côté, le village de Vercher. Ici, un champ d'1,5 hectare s'est transformé en lac samedi matin. Depuis, les habitants avec 5 pompes essayent de chasser l'eau, mais le travail est loin d'être terminé. Depuis 3 jours, on commence à saturer un peu. Comme les réseaux, on est saturé. Parce qu'on pompe un jour et le lendemain, ça revient. Donc on voudrait bien que l'éclaircie se confirme. Cette maison s'est transformée en île, de l'eau tout autour. À l'intérieur, il reste encore près de 50 cm. Le propriétaire est en colère. Il demande des infrastructures plus adaptées. C'est navrant parce que c'est cette catastrophe qui permet de voir qu'on donne des permis, mais on revoit pas la taille, on remet pas à jour la taille des réseaux pour évacuer les eaux. Dans tout le département de la Haute-Savoie, de nombreuses routes restent coupées et certaines vallées inaccessibles. Les habitants redoutent encore de nouveaux glissements de terrain. Retour sur la visite hier des ministres de la Justice et de l'Éducation nationale à Villefontaine. Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem
ont annoncé un projet de loi examiné dès le mois de juin prochain. Il obligera la justice à signaler toute condamnation d'agents pour des faits de nature sexuelle à l'éducation nationale. Une loi applicable à la rentrée prochaine qui sera valable aussi dans les colonies de vacances ou les accueils collectifs d'enfants. Et puis une information politique encore. 3 mois après la désignation de la tête de liste UMP pour les élections régionales en Rhône-Alpes-Auvergne, Michel Barnier lâche l'affaire. Dans un communiqué, le politique savoyard annonce qu'il se pliera à la décision de son parti pour les élections régionales, mais il persiste à dire que cette ligne politique est une erreur. Plus de développement sur notre site internet alpes.france3.fr. Après 10 jours passés au Népal, le GIS 74 est de retour à Gaillard, en Haute-Savoie. Ce groupe d'intervention et de secours était le premier de France à partir sur le séisme meurtrier. Il avait pour mission de rechercher des corps dans un secteur de Katmandou. Une expérience pénible que ces hommes ont confiée à Serge Vorette et Grégory Lespinasse. Ils rentrent du Népal presque comme n'importe quel voyageur, mais c'est bien de missions humanitaires dont il s'agit. Et même d'une première mission pour Franck. Dans la vie, il est directeur du centre technique communal de La Roche-sur-Foron. Il a été formé à la logistique et à la recherche de personnes, certes, mais rien ne remplace vraiment une première expérience sur le terrain. On se rend compte qu'effectivement ça a dû frapper fort, quoi, de voir ces maisons tomber comme ça, quoi. Il faut tout de suite prendre sur soi. Ouais, il faut arriver à garder en soi, et puis on est là-bas pour travailler, quoi. Après, l'émotionnel, je dirais qu'il faut le garder à l'intérieur. 10 jours, 10 personnes, en autonomie complète, telle est la règle du groupe. Ils étaient les premiers secours français mobilisés, mais n'ont pu atterrir que 2 jours après le séisme. 2 jours, c'est tard pour retrouver des survivants. On leur a assigné un secteur de 15 km² à l'ouest de la ville, dont ils ont sorti une dizaine de corps. Mais ce qu'ils retiennent surtout, c'est le calme de la population. Des personnes qui respectent les consignes de sécurité à cause des répliques et qui nous laissent travailler tranquillement et qui après sont très respectueuses, qui nous remercient du travail effectué, sachant que l'idée c'est de leur laisser les corps à disposition lors de la découverte. Par rapport à l'expérience qu'a vécu le groupe d'intervention et de secours dans d'autres pays, c'est une des premières fois où c'est aussi bien organisé. Après le tsunami en 2004 et Haïti en 2010, le GIS 74 signe au Népal une de ses missions les plus marquantes, à la fois d'un point de vue humain, mais aussi technique. Et sur des catastrophes naturelles de grande ampleur, l'armée française est parfois appelée à la rescousse. L'armée de terre qui recrute en masse actuellement. Ce matin à Grenoble, 11 jeunes recrues signaient leur contrat d'engagement à la mairie de Grenoble. On écoute certaines recrues, il s'agit pour eux de leur première expérience professionnelle. Parce que j'avais un BTS comptabilité et gestion des entreprises, que j'avais pas forcément d'expérience dans mon BTS vu que je l'ai fait en initial. Je travaillais chez McDonald's, donc il y avait la motivation, il y avait l'esprit d'équipe, mais c'est pas forcément mon but dans la vie. J'ai eu de la famille, des amis qui étaient déjà anciens militaires qui m'ont dit pourquoi tu n'essayerais pas de connaître un peu l'esprit militaire. Donc j'ai rencontré mon conseiller qui m'a donné des informations et du coup partant de là, petit à petit le chemin s'est fait. Mais voilà ici, futur militaire, futur soldat, enfin soldat maintenant que j'ai signé mon contrat. J'avais jamais travaillé avant, j'étais que en cours. Donc ouais, c'est un lancement dans la vie active, quoi, on peut dire. Voilà, bonjour capitaine Mathieu, vous êtes le chef du bureau terre du CIRFA de Grenoble, c'est le centre d'information de recrutement des forces armées. Nous allons donc parler de ces recrutements. Ils ont le sourire, ces jeunes, contents d'être embauchés à l'armée. Disons que pour eux, c'est sans doute une première expérience, un premier engagement au service de la France et puis l'aboutissement d'un processus de 4 ou 6 mois pendant lesquels on les a accompagnés pour finaliser ce projet professionnel qui aboutit aujourd'hui à ce contrat d'engagement, d'où une certaine satisfaction pour eux de démarrer ce métier au sein de l'armée de terre. C'est leur première expérience professionnelle, mais être engagé à l'armée, ce n'est pas un métier comme les autres. On est parfois appelé à partir sur des terrains d'opération, à être au contact d'opposants. C'est compliqué de recruter des jeunes comme ça ? Donc c'est peut-être un métier qui a davantage de sens ou un petit peu plus d'intensité que certains autres emplois et qui nécessite pour nous d'informer, de communiquer et justement au travers d'informations qu'on peut délivrer aux jeunes, de leur donner un petit peu les caractéristiques de ce métier particulier de militaire. Vous les informez sur la dangerosité de la mission auquel ils peuvent être confrontés ? Bien entendu, on les informe et on les amène aussi à s'interroger sur le terme justement s'engager, ce qui représente pour eux au service de la France.
C'est plus compliqué aujourd'hui de toucher ces jeunes-là qui pourraient faire une carrière dans l'armée à l'heure où le service militaire, depuis 15 ans, a été suspendu? Bien, aujourd'hui, on est sur une armée de terre professionnelle de contractuels, puisque 75% de nos engagés sont sous contrat. Et je ne pense pas que ce soit plus dur qu'hier de les informer, de les toucher, aussi bien eux que leurs familles, de façon à pouvoir leur donner les informations nécessaires sur ce qu'est aujourd'hui cet emploi d'engagés volontaires dans l'armée de terre. Mais il vous faut développer des actions de communication spécifiques. Bien oui, nous informons les jeunes au travers de la campagne scolaire, notamment dans les lycées, dans les établissements scolaires, au travers des partenaires pour l'emploi, que ce soit Pôle emploi ou les missions locales, de manière à leur délivrer de l'information sur ce que représente cet engagement et ce métier particulier de soldat au sein de l'armée de terre. Alors, il y a de nouveaux contrats qui ont fait leur apparition, 2 ans d'engagement. Jusqu'à présent, vous nous proposiez uniquement des contrats de durée de 3 ou 5 ans. Voilà, donc ce contrat de 2 ans est un contrat court qui permet aux jeunes de s'engager pour une durée donnée, c'est-à-dire dans un premier temps, au cours de la première année, se former avec une formation militaire, une formation de spécialité, et puis la deuxième année, peut-être plus particulièrement, de s'engager en termes de mission, que ce soit à l'extérieur du territoire national ou à l'intérieur du territoire métropolitain. Et on peut encore faire carrière aujourd'hui à l'armée? Eh bien écoutez, oui, on peut faire carrière, on peut prolonger son contrat, le renouveler, à l'issue, au terme de concours et d'examens, intégrer des statuts de cadre, que ce soit sous-officier et officier, et on peut aussi faire une carrière longue au sein de l'institution militaire. Merci beaucoup, capitaine Mathieu, pour toutes ces réponses à nos questions. On passe à la chronique montagne, focus sur la bourse XP, une aide financière accordée chaque année à des projets d'expédition. Elle peut être décisive pour passer du rêve à la réalité. Alors qui peut postuler? Comment ça marche? Les explications de Françoise Gay et Dominique Semet. Des photos d'expéditions aux 4 coins de la planète, de petits vénards qui réalisent leurs rêves grâce à une bourse, la bourse XP. Et cela fait 22 ans que cela dure. Près de 600 participants déjà. Donc voilà, dans toutes les activités, on a de la spéléo, du ski, de randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade. Toutes les activités de montagne non motorisées, donc dans un cadre amateur. La société XP, les passionnés de montagne connaissent bien. Un commerce de 3000 m² dans le Royan, 9000 articles vendus par correspondance ou en magasin. En 1993, plutôt que de sponsoriser au hasard des expéditions, le principe d'une sélection des dossiers et de l'attribution d'une bourse est mis en place. Aujourd'hui, avec le soutien de partenaires matériels, presse ou institutions, 31 500 € sont répartis chaque année entre les 6 expéditions sélectionnées. Cette année, on avait un petit peu moins de dossiers que d'habitude. On avait une quarantaine contre une cinquantaine d'habitude, mais il y avait des dossiers très très intéressants. Donc en fait, le choix était plus restreint mais plus difficile. Donc on a 6 équipes et dans ces 6 équipes, on essaye de représenter un petit peu tous les sports de montagne. Et puis aussi d'avoir un petit peu des zones géographiques différentes. Parmi les heureux lauréats 2015, il y a Robert, jeune chercheur à Grenoble, mi-espagnol, mi-anglais. Robert se souvient de l'instant magique où il a appris la sélection de son projet. Je pense que j'ai crié un peu. J'étais choqué d'abord. En fait, j'ai conduisé en voiture et c'était un message, j'ai reçu ça et j'étais avec une copine. Et je pense que j'étais très très content. En septembre dernier, le jeune aventurier a opéré déjà un premier repérage des lointaines montagnes qui le font vibrer. L'idée, c'est partir au Kyrgyzstan en ski randonnée. Et l'idée, c'est d'explorer des montagnes et des vallons qui sont plutôt peu parcourus. Budget estimé pour un mois d'exploration, 10 000 € pour 4 coéquipiers. La bourse XP, une énorme bouffée d'oxygène. C'est 6 400 €, donc c'est partagé entre une partie qui est, on va dire, liquide, et puis la grosse partie, c'est du matériel. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est finalement ce qu'on a besoin le plus. Il y a ceux qui vont partir et ceux qui sont déjà partis. Au printemps 2014, François et ses compères ont exploré les neiges éternelles du Canada.
Alors donc on est parti en terre de Baffin pour aller skier tout simplement dans un premier temps. Et l'idée aussi c'était de vivre le voyage en long cours en autonomie dans un terrain de grand froid. Et puis skier des couloirs, alors des grandes pentes raides. La bourse XP a couvert un quart de leur budget. Seule obligation, rapporter un film du voyage. Question, sans cette bourse, serait-il quand même parti? Oui, on serait quand même parti, parce qu'on est mort de faim et qu'on aurait mangé des pâtes pendant 6 mois pour le faire. Mais c'est sûr que c'est ce qui nous a permis, surtout par exemple, de réaliser un beau film, puisqu'on a payé un monteur, on a payé un musicien qui nous a fait la bande originale du film. Du coup, ça nous a surtout permis de rapporter des images encore plus belles. Cette expérience hors du commun, les lauréats aimeraient bien la renouveler. Dommage, ils ne peuvent pas postuler une deuxième fois. Normalement non, mais peut-être qu'on sera très convaincant, peut-être. Le meilleur film des bourses XP sera présenté en novembre aux soirées cinéma de montagne de Grenoble. Là encore, belle reconnaissance. Un tour du côté des terrains de foot pour finir. À 3 journées de la fin de la saison, le GF38, le club grenoblois, peut toujours espérer monter d'une division et accéder enfin au championnat national. À Grenoble, pendant que le coach prépare la séance d'entraînement, sous la pluie, les joueurs s'échauffent, eux, à l'intérieur, en jouant au baby. Mais au bout d'un moment, tout ce petit monde se retrouve sur le même terrain. Les joueurs ont lâché les barres et l'entraîneur les prend en main. Car il y a encore un travail à effectuer, une mission à remplir, un espoir à maintenir. Exfiltrer le GF38 du CFA, ce maudit championnat de France amateur. C'est pas sortir du CFA qui est difficile, c'est sortir de cette poule sud. Je pense qu'on aurait dû y sortir du CFA la première année, où on était avec Strasbourg, sans ses points retirés. Et puis après on a basculé dans cette poule et c'est un autre jeu. Et ça demande d'autres valeurs dans cette poule et c'est des valeurs que j'ai pas pris en compte. Et je suis resté axé sur la performance dans le jeu. Et pour sortir de cette poule sud, il faut avant tout des performances un peu plus athlétiques. Hey, chaque erreur technique, c'est 10 points. Allons au même endroit. Grenoble a les 2 pieds en CFA. Et pourtant, après le début de championnat réussi par les hommes en bleu, on se disait que cette fois, c'était la bonne. Une défaite seulement dans les 14 premières rencontres. Une stat de fou. Et puis, l'hiver est arrivé. Chaque club connaît sa crise. On a connu une mauvaise passe après le mois de janvier. Malheureusement, on s'est mis dans cette situation tout seul. Maintenant, on va essayer de rectifier le tir. Janvier, pile poil le mois du jour de gloire et de la victoire face à l'OM en Coupe de France. Ce soir-là, comme en championnat, à domicile, le GF38 se montre intraitable. Mais loin de son stade des Alpes et son terrain façon Hélin, ce n'est plus la même histoire. C'est là où on a été un peu moins performant, c'est à l'extérieur, donc voilà, on a perdu des points. Et même contre notre concurrent direct, on prend ce but contre Béziers à la 93e. Donc voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là. Si on ne sort pas de là cette saison, le club risque peut-être de rentrer dans le rang, je ne l'espère pas. Mais ce sera difficile de sortir de CFA. On avait les moyens là, pour le faire sur ces 3 premières années. Si on ne le fait pas, j'ai peur de l'avenir. Grenoble a fait le tour du CFA. Ses ambitions sont clairement ailleurs. Mais il faut déjà grimper d'un étage, monter en national, si l'on veut un jour à nouveau espérer gagner les sommets. C'est ce qu'on leur souhaite. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de